La jeunesse est l'avenir et le futur de l'Afrique. Et de la même façon que nos parents ont investi en nous, ils ont cru en nous, ils ont donné l'éducation qui aujourd'hui nous permet d'avoir cette responsabilité envers cette jeunesse africaine. De cette même manière, nous devons former cette jeunesse parce qu'aujourd'hui, nous faisons face à beaucoup de défis, parce que le monde change en perpétuelle mutation. Aujourd'hui, le plus grand changement, c'est l'Internet qui est venu vraiment bouleverser nos habitudes. La générosité, il faut en avoir pour en donner. Ceux qui n'arrivent pas à en donner, ceux qui disent que non, personne ne m'a appris, donc je n'apprendrai à personne. Je me dis, c'est des gens qui sont pauvres. Mais ils existent. Ils sont nombreux. C'est des gens qui sont pauvres d'esprit, qui sont pauvres de connaissances et qui gardent jalousement le peu qu'ils ont. Lorsqu'on a de la connaissance, du savoir qui déborde, on a envie de partager, on a envie d'en donner. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Naboufal officielle, la chaîne du développement professionnel et personnel, la chaîne de l'investissement sur soi, la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. Je suis Naboufal, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche. J'ai une invitée de taille aujourd'hui, Dr Kayi Dogbe, entrepreneur, chef d'entreprise, docteur en droit, la marraine mondiale de soutien de la jeunesse togolaise et africaine, ma sœur aussi, et mon amie. De temps en temps, il faut venir faire venir aussi mes propres gens. Kayi, ma sœur, comment vas-tu? Je vais très bien, ma chère Nabou. Merci d'être là. Mon soleil d'Afrique. Tu as commencé. Ma fée. Alors, merci d'être là. Je vais te demander de te présenter. Hein. Qui es-tu, comme tu as envie de le faire? Merci beaucoup, ma chère Nabou. Je suis Dr Kayi Dogbe, docteur en droit public, enseignant-chercheur à l'université de Lomé. Et je suis chef d'entreprise, directrice générale de KD Group et présidente de la Fondation Citoyenne d'Afrique. Waouh! Ok. Alors, Kayi, dis-moi, on vient de finir quelque chose. Je suis à Lomé, je suis venue dans le cadre du Salon international de l'entrepreneuriat féminin. C'est un projet que tu mûrissais depuis plusieurs années, en tout cas minimum 3 ans, parce que ça fait 3-4 ans qu'on en parle, toi et moi. Et j'ai eu l'honneur d'être primée. J'ai eu un prix. Je fais un peu mon malin. Et on a quand même accompagné des femmes entrepreneurs. Pour toi, qui est dans le monde de l'entrepreneuriat, du développement des compétences, du développement professionnel, pourquoi est-ce que tu as vu que c'était nécessaire de faire ce salon-là à Lomé? Merci beaucoup, Nabou. Je dirais que tu étais dans le plan depuis le début, parce que faire un incubateur à Lomé, c'était ton idée. Et comme j'aime les défis, comme toi-même, je me suis lancée, on a créé Madji ensemble avec Impacteur Abidjan. Tout à fait. C'était ton idée. C'était notre idée. On a fait ça ensemble. Il faut laisser ça. Il faut le dire. Et l'incubateur, en grandissant, j'ai commencé à sentir chez les femmes entrepreneurs des problèmes, des difficultés à mobiliser des ressources pour leur développement, leur expansion. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas lancer un projet où on mobilise des ressources qu'on leur donne, c'est pas trop de ressources, hein. On commence petit, mais on vise grand. Et l'idée du salon venait de là. Au départ, on avait une idée circonscrite au Togo, et on s'est dit, pourquoi ne pas l'étendre à l'Afrique francophone? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'idées innovantes, beaucoup de solutions impactantes dont on n'est pas au courant. Et on part encore en Chine, on part en Turquie, on part en France, chercher ce qu'on a à côté. Donc l'idée aussi, c'est de développer la coopération sud-sud entre les femmes entrepreneurs. Et c'est ça qui a fait qu'on est allé au salon international. Magnifique. Moi, j'ai adoré. Hein. On a eu un colloque de haut niveau avec des universitaires de high level.
On a eu quand même Madame Denise Epoté qui est là, Kumba Gao Losek, on a eu le soutien de l'UNFPA, de la coordonnatrice des Nations Unies, Madame Kumba Sow. On a eu Madame Maïmouna Mbaké, la directrice de Technoserve Bénin, la directrice du FAGAS, des opérations du FAGAS, Madame Emmanuelle Migan. On a eu le ministre délégué au commerce, le professeur qui nous a soutenus, et merci professeur. Et tous des docteurs Kodjo. Non, c'était vraiment extraordinairement de haut niveau. Parce qu'il y a eu de la réflexion. Docteur Nadine Machikou, professeur Nadine Machikou, la vice-recteur de l'université de Yaoundé. Nadine, je ne peux pas t'oublier. Dieu, une femme extraordinairement brillante. Et, donc, c'était charismatique. Parce qu'on était dans la réflexion de fond, mais aussi dans l'impact, dans l'action. Aujourd'hui, ta mission, comment elle s'articule? Parce que je vois que tu as des actions aussi autour de la jeunesse. Et pourquoi est-ce que tu penses que c'est important de soutenir les jeunes? D'abord, avant de te répondre, je vais revenir sur les compétences, les distinctions. Pourquoi, après les femmes entrepreneurs, j'ai tenu quand même à honorer les femmes d'impact, les femmes de haut niveau, les hautes personnalités qui étaient là. Parce que c'est des femmes qui ont toujours donné sans recevoir. Elles ont toujours passé leur temps à honorer les autres. Et c'était pour moi un instant sublime de pouvoir les honorer aussi. Et voilà, Nabo, qui a été honoré pour son apport considérable au développement, à l'autonomisation de la femme africaine. Et pour revenir à la jeunesse est l'avenir et le futur de l'Afrique. Et de la même façon que nos parents, ce sont nos aînés, ont investi en nous, ils ont cru en nous, ils ont donné l'éducation qui aujourd'hui nous permet d'avoir cette responsabilité envers cette jeunesse africaine. De cette même manière, nous devons former cette jeunesse parce qu'aujourd'hui, nous faisons face à beaucoup de défis, parce que le monde change en perpétuelle mutation. Aujourd'hui, on parle de l'IA et de tout ce qu'on traverse, les bouleversements, les changements climatiques, ça va aller de mal en pis. Et il faut qu'ils soient outillés. Il faut qu'ils comprennent qu'il n'y aura personne pour eux. Il y a une frange de la jeunesse qui a compris et qui s'est mise au travail. Il y a une qui a choisi d'être dans le jugement, d'être dans la complainte éternelle. Oui, les aînés ont réussi. Ils ne veulent pas nous aider. Personne n'a aidé personne. Personne n'aidera personne. Si jamais il y a une aide, c'est un bonus. C'est un bonus, et si c'est un bonus, on ne peut que remercier, être reconnaissant. Mais la jeunesse doit savoir que l'environnement dans lequel ils évoluent aujourd'hui est typiquement différent de ce que nous avons vécu, qui est encore différent de ce que nos mères ont traversé. Et ils doivent redoubler d'efforts, se concentrer 10 000 fois plus pour être focus sur ce qui va les amener à bon port. Voilà. Alors, tu as dit beaucoup de choses. Tu as parlé de notre responsabilité, tu as parlé des activités, des choix des jeunes. Et je vois, hier, on avait une conversation sur l'éducation, nos éducations que nous avons reçues, qui nous rendent beaucoup plus responsables. Aujourd'hui, s'il fallait faire une transposition sur les compétences éducationnelles de nos parents, par rapport à aujourd'hui l'éducation, quel est ton regard dessus, ton observation, si tu dois comparer? Je vais choquer plus d'un. Pour moi, il y a une grande partie qui ont fui leur responsabilité parentale. Et c'est ça qui est aussi à la base de ce désastre sociétal auquel on assiste aujourd'hui. Parce que le premier tissu environnemental qui forme l'enfant ou l'homme, c'est le tissu familial. Nos premiers modèles sont nos parents. Hier, avant-hier, j'ai eu le plaisir à vous écouter parler de l'impact
du papa de ton père. Premier agrégé mathématiques. Deuxième, toi aussi. Deuxième. Toi aussi, tout ce qui est moi là, c'est premier. Ah, c'est premier. C'est premier. Deuxième agrégé de mathématiques de la faculté de sciences de Dakar. Qui porte d'ailleurs son nom. Absolument. Et voilà, c'est des références. Et nous avons besoin de ces success stories, de ce storytelling pour dire à la jeunesse, si vous voulez laisser vos empreintes, comme je disais hier dans mon mot de bienvenue, vous ne pouvez pas continuer à marcher sur le bout des pieds. Il faut enfoncer les pieds dans le sol. Et marcher. Et marcher, quitte à se brûler la plante des pieds sous le soleil ardent. Sinon, sans ça, il n'y a pas de réussite, il n'y a pas de succès. Le succès n'est pas facile. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. En fait, quand tu dis que le succès n'est pas facile, est-ce qu'il faut être prêt pour embrasser le succès? Oui, il faut se préparer. Et ce n'est pas être prêt sur 2 semaines, sur 1 an, non. C'est une marche de longue haleine. Très intéressant, une marche de longue haleine. Il y a toujours la notion de durée, de construction, de développement. Absolument. Ce n'est pas de l'improvisation. Ce n'est pas de l'improvisation. Ce n'est pas de l'improvisation, c'est de la planification. C'est déjà de savoir où on va. D'avoir déjà une destination clairement définie, d'accord? Donc, premier pas. Premier pas, il faut savoir là où on va, où je destination. Vais. D'accord. Qu'est-ce que je veux faire demain de ma vie? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? C'est pourquoi souvent, lorsque on est en première, on est en terminale, on nous demande qu'est-ce que tu veux faire à l'université? Lorsqu'on est en première, pour des parents avisés, ils commencent par demander à leurs enfants qu'est-ce que tu veux faire? On commence l'orientation. Il y en a qui se perdent dans l'orientation, qui envoient même lorsque les enfants finissent la 3e, qui les envoient dans une série scientifique. C'est un peu une transposition de ce qu'ils ont voulu être et qu'ils n'ont pas pu faire, qu'ils reproduisent maladroitement sur les enfants et qui les suit sur leur parcours. Le choix. Donc voilà, il faut savoir ce qu'on veut être et réussir à avoir l'approbation des parents. Réussir à entraîner les parents dans ce rêve. Ça là, c'est difficile. Tu dis aux parents, tu veux devenir footballeur ou chanteur, ils te regardent bizarrement. Ça devient des problèmes. Ou bien photographe. Je vois des parents qui ont refusé d'accompagner leur enfant sur leur rêve de devenir chanteur, footballeur, comme tu le dis, mais qui plus tard sont revenus, ont rallié. Parce que, bon, il n'y a pas 10 000 footballeurs au Ballon d'Or. C'est vrai, ils ont raison, tout le monde veut. Je crois que ce sont des résidus de la colonisation aussi, qui veut qu'on ait un enfant ou bien un garçon, une fille qui va à l'école, qui a des diplômes et qui reste dans un bureau. Un technocrate, un fonctionnaire. En fait, on a hérité de ça. On a hérité de ça. Et un enfant qui a réussi, c'est un enfant qui devient fonctionnaire, qui se lève le matin, qui va au bureau, qui travaille pour l'administration publique et qui revient le soir et qui à la fin du mois a un salaire. Mais tu sais ce que tu dis, ça me parle tellement parce que moi, ma mère, tant que tu n'es pas... Oui, mais tu travailles, mais il faut avoir un bureau. J'ai dit, mais est-ce que le travail là, c'est assis dans le bureau? Travail des années 2020, c'est pas travail des années 90. Il y a l'argent, non, dans mon travail, oui ou non? Donc, tu vois, le mindset doit changer. Doit changer, absolument. Et c'est à nous de faire ce travail de déconstruction. C'est à nous de dire à ces jeunes, vous pouvez réussir par tous les moyens, sauf les moyens illégaux. Vous pouvez être à la maison, faire des formations en ligne et avoir ce que vous voulez. Mais avant de pouvoir faire ça, il faut une base. Et c'est quoi la base? Bon, la base, c'est déjà l'école primaire. Bien sûr. Aller à l'école primaire, savoir lire, savoir écrire. Il y en a qui prônent, comment je vais dire, de ne pas aller à l'école, que ne pas aller à l'école. Bon, moi, je ne peux pas le prôner. Moi non parce plus, que je suis un produit, un pur produit de l'école. Pareil. Mon père était instituteur, ma mère était instituteur. Ils ne juraient que par l'école. Et ils nous le disaient à suffisance, je n'ai ni or ni argent.
allez à l'école, ayez vos diplômes et vous allez voir que vous allez réussir. Ce qui est paradoxal, c'est les personnes qui vont dire de ne pas aller à l'école, eux, ils sont allés à l'école. Ils sont allés à l'école, ils disent aujourd'hui qu'ils sont allés à l'école, mais ils n'en font rien. C'est faux. Attends. Parce que les connaissances, tous les jours. Moi, je me souviens quand j'étais très petite, au cours primaire, parce que mon père est décédé lorsque j'ai commencé le collège. Mon père nous enseignait l'art d'épargner. On ne savait pas. C'est lorsqu'on a grandi plus tard, 30 ans plus tard, qu'on s'est dit, mais ce monsieur-là, c'est un génie. Qu'est-ce qu'il faisait? Chaque samedi, il nous donnait le double de ce qu'on a épargné dans la semaine. Si vous avez épargné 300, vous avez 600. 600, ok. Donc, il nous apprenait à bien gérer. L'argent de poche qu'il nous donnait à l'époque, ce n'était pas grand chose. Bien sûr, nous, on avait 100 francs. Voilà. C'est ces moyens subtils que nos parents avaient, que nous, aujourd'hui, je ne peux pas nous qualifier. Hein. On n'a pas cette rigueur que nos parents avaient à l'époque. Et je me dis, c'est un petit péché. Ça ne veut pas dire non plus qu'on est de mauvais parents. Bien sûr. On fait face à un environnement en perpétuelle mutation, comme je le dis aujourd'hui, qui nous impose de nous adapter. Intéressant. Donc, l'environnement dans lequel on est, si tu dois noter des mutations pour toi, quelles sont les mutations principales que l'on note pour nous qui venons d'une époque, on n'est pas si vieille que ça, mais aujourd'hui, nos enfants ont sensiblement le même âge. Et on parle souvent de nos enfants et on se rend compte qu'en fait, nous, on les critique, oui, on vous critique. Mais, je suis désolée, mais quand on les critique, en étant objectif, on se rend compte qu'en fait, c'est nous qui ne les comprenons pas parce qu'ils sont dans une autre logique. Ils sont dans une autre logique, ils sont dans un autre monde. On n'a pas eu le temps de voir ce monde changer. Parce que nous-mêmes, nous traînons nos démons également. On n'a pas fini avec nos traumas. Nous traînons nos blessures, nos traumas. C'est ce que je disais d'ailleurs à mon fils la fois passée. Que tout le monde a des blessures. Il faut apprendre à se surlever. Il faut apprendre à surpasser. C'est seulement comme ça que tu deviendras fort. Il y a des choses d'il y a 40 ans. Lorsque j'en parle aujourd'hui, je pleure. Ça veut dire que je n'ai pas eu le temps de faire le deuil de ces traumatismes. Quand j'en parle, j'ai encore la chair de poule. Ça veut dire qu'il reste encore des stigmates, il reste des résidus. Mais qu'on fait avec, parce qu'on doit avancer dans la vie. On doit avancer, on doit être résolument tourné vers l'avenir. Et s'il faut répondre à ta question, aujourd'hui, le plus grand changement, c'est l'Internet qui est venu vraiment bouleverser nos habitudes. Et la fois passée, je discutais avec une amie et je lui disais, on parlait de sexualité, je lui dis, il faut faire l'éducation sexuelle de vos enfants. Sinon, aujourd'hui, il y a tous les contenus partout. Ce n'est plus censuré comme avant. Nos parents n'ont pas eu du mal à nous éduquer parce qu'il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas TikTok. Il n'y avait pas de télé même. Il n'y a même pas de téléphone, tu parles de TikTok. Voilà, le téléphone était fermé à clé. Ou bien c'est chez le voisin. Il n'y avait pas Pornhub où on peut aller taper un site, on dit on veut un site XX, il nous déroule un site avec toutes les catégories de tendances que l'on veut. Donc aujourd'hui, on est obligé d'être plus ouverte avec nos enfants, leur parler de la sexualité, leur parler des dérives, leur parler des maladies, leur parler du chagrin d'amour, de savoir que une relation d'amour, comme tu disais hier, ça peut tenir comme ça peut ne pas tenir, mais la vie continue. Et on apprend, on ça bâtit. Arrête le choco. Dis un gourmet. Goumé Fracas. Il y a Toufan qui a une chanson comme ça. Oui, je connais la chanson de Toufan, j'aime bien d'ailleurs. Donc voilà, ces mutations. Ces mutations-là, l'Internet. L'Internet surtout. Le changement de mindset. Le changement de mindset, la libéralisation de la parole, de la liberté d'expression. C'était d'ailleurs mon thème lors du colloque. Tout à fait, les influences. Les influenceuses. Cette liberté à outrance qu'on a découverte. Maintenant. Parce que la femme, avant la femme, comme
disait Mouna lors du talk, la femme... elle ne parlait pas. Elle ne parlait pas. Elle ne regardait pas. Elle ne sortait pas. Elle ne répondait pas. C'était une bonne femme. C'était une bonne femme. C'était la meilleure des femmes. Alors comme ça, voilà. La tête. Alors qu'avant, la femme avait son mot à dire. Et la colonisation est venue tout chambouler. Il est temps maintenant qu'on remette les choses à l'endroit, qu'on cultive notre féminité et qu'on laisse un peu plus de côté notre masculinité. Donc en fait, la mutation, elle n'est pas seulement... Elle est pour tout le monde. Elle est aussi bien dans la notion de genre, absolument, ou de sexe, dirons-nous, féminin et masculin, comment les femmes ont évolué, comment le regard des hommes, par contre, n'a pas évolué par rapport à ça. Non. La femme évolue, la jeunesse aussi a évolué, et nous aussi, peut-être que notre regard de parents n'a pas forcément évolué. C'est parce que nous sommes tous dans un certain confort. Les hommes sont dans leur confort. Et nous aussi, en tant que parents? Les hommes, je dirais que lorsque ça les arrange... Les femmes sont battantes, les femmes sont puissantes. Mais lorsque ça ne les arrange pas, ah non, tu es une femme, tu n'as pas le droit d'eux, tu n'as pas le droit d'eux, tu n'as pas le droit d'eux. Donc eux, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et on nous a appris aussi à nous taire, nos mamans et les mamans de nos mamans. Une bonne femme, c'est celle qui sait s'occuper de son mari. Ils ne nous ont jamais appris. Elles ne nous ont jamais appris, à nous occuper de moi-même, de nous-mêmes, à se demander, bon, qu'est-ce que nous voulons pour nous? C'est quoi notre bien-être? Non. Tant que le mari va bien, tant qu'il a ses frasques et tout... Et qu'il a mangé. Est-ce qu'il a mangé? Est-ce qu'il a bien mangé? Est-ce que les femmes mariées assurent le lit? Personne ne se demande comment elles se sentent pendant les périodes d'ovulation, quand ils ont mal. Des fois, il y a une douleur qui est similaire à l'hémorroïde pendant l'ovulation. Personne n'en parle. C'est des douleurs silencieuses que la femme traîne parce que on nous a inculqué que la femme ne doit pas se plaindre. C'est un aveu de faiblesse. C'est un aveu de faiblesse. Et ça m'amène à une transition un petit peu, parce qu'on parle souvent de la femme forte. La femme forte entrepreneur, la femme forte cadre, la femme forte battante. Mais on oublie que la femme, c'est finalement une personne qui a aussi un corps, qui est son ennemi des fois, souvent. et que ce corps aussi a un impact sur son quotidien, que ce soit sa vie personnelle, que ce soit sa vie professionnelle. Donc c'est important aussi de le rappeler. Merci à toi de le rappeler de façon aussi subtile. Mais j'ai une autre question qui n'a rien à voir. Ici, on est en causerie. Et moi, quand je cause, je passe du coq à l'âne des fois. Tu as une carrière qui a été dans le secteur privé. Tu as travaillé chez Maersk. Et tu as eu une carrière où tu as travaillé très longtemps aux Nations Unies. Quelle est pour toi la différence? C'est ma question, hein. Je suis curieuse de savoir quelle est la différence de culture entre une entreprise privée. J'ai jamais travaillé aux Nations Unies. J'ai travaillé pour les Nations Unies en tant que consultante, peut-être des choses comme ça, mais j'ai jamais travaillé au sein d'une structure des Nations Unies. Quelles sont les compétences qu'il faut avoir dans le privé et les compétences qu'il faut avoir quand on travaille dans les Nations Unies? Je dirais que les compétences sont les mêmes. Au départ. Les compétences sont les mêmes. Pas les compétences techniques, hein, les compétences humaines. Les compétences humaines. Ouais. Les soft skills. Tu parles des soft skills. C'est vrai que l'environnement aux Nations Unies, c'est différent de la fonction publique, par exemple, ou bien du privé. Parce que là, quand même, il y a une ouverture d'esprit et il y a ce que je vais dire, l'humain qui est au centre. Et nous avons, ce qui m'a marqué au PNUD, c'est que l'employé qui a le plus bas grade peut saisir le haut pour un abus. Et ça, c'est vraiment un frein. Il y a des mots aux Nations Unies, lorsque ça sort, ça choque, c'est gravissime. Les mots comme harcèlement, que ce soit harcèlement professionnel, violence, viol, harcèlement sexuel, sexual harassment. Il y a une politique zéro tolérance. Donc, c'est des garde-fous qui permettent aux femmes de pouvoir avancer, de pouvoir travailler sans se faire harceler.
le harcèlement sera toujours là, hein, sera toujours là, mais quand même, il y a de ces garde-fous, de ces normes qui protègent les droits des femmes. Donc, je veux revenir sur les compétences. Donc, tu as la première chose que tu dis, l'environnement déjà est différent. Oui. Il y a un environnement qui protège. Et comment est-ce que ça impacte? Parce que je veux qu'on revienne sur les compétences qu'il faut avoir. Tu as parlé du public, que je n'avais pas vu, le privé, et maintenant les Nations Unies. Donc, moi, j'ai élargi maintenant la compétence. Quelles sont, selon toi, les compétences qu'il faut avoir dans le secteur public, dans le secteur privé et dans une organisation internationale? C'est ce que je disais tout à l'heure, que les soft skills, pardon, ça se développe au fil de la carrière. Moi, j'ai commencé dans le privé, dans une entreprise maritime où j'ai débuté avec une licence professionnelle en secrétariat de direction. Je me suis retrouvée à faire du shipping, à faire du commercial, à parler aux clients, à traiter les connaissements lorsque les navires partent. Donc, c'est quelque chose qui était nouveau pour moi parce que je ne l'avais pas appris du tout. Mais il y a cette capacité d'adaptation et d'adaptabilité. D'accord, donc la capacité d'adaptation, d'adaptabilité. Sinon, on ne survit pas. D'accord. Il y a l'ouverture d'esprit. Comment tu le matérialises? L'ouverture d'esprit sur beaucoup de sujets. Par exemple, lorsque moi j'ai intégré les Nations Unies, je n'ai eu aucune formation. Un matin, on vous donne un document, on dit « faites ceci » sur un logiciel que vous n'avez jamais utilisé. Je me souviens la première fois que je devais faire une réquisition. Une réquisition, c'est comme un bon de commande dans un logiciel, dans un progiciel. Et je me suis dit, mais comment je fais? Personne ne m'a jamais appris ça. Et j'ai appelé une collègue, j'ai appelé deux collègues qui m'ont dit non, ils n'ont pas le temps et tout. J'ai appelé une collègue et puis au téléphone, elle m'a montré, elle m'a dit entre dans le système, pas à pas, elle me montre et je prenais les notes. Et c'est comme ça que j'ai appris. Je me souviens, une fois en réunion, on avait une VNU, Gloria, parce qu'elle m'a marqué. Volontaire des Nations Unies, ça veut dire vous, les gens des Nations Unies, aussi, vous avez des vocabulaires, il faut traduire. VNU, ça veut dire VNU, c'est volontaire des Nations Unies. Non, bah, c'est vraiment... Justement, l'anecdote que je voulais partager porte sur les sigles. On est en réunion, on discutait. C'est votre travail. On discutait, on sortait les sigles. Bibi, par-ci et tout. À un moment donné, la dame qui lève le doigt dit, mais je ne comprends rien. Mais le PNUD parle en sigle. Et tout le monde a ri. Mais c'est vrai, c'est-à-dire que on oublie souvent les nouvelles arrivants. Quand bien même il y a le guide du nouvel arrivant, c'est parfois difficile de s'intégrer. Est-ce que ce n'est pas un manque d'empathie, pas humain, mais un manque d'empathie dans la structure organisationnelle qui fait qu'on oublie que quand la personne vient, elle n'a pas forcément de connaissances, parce que ça nous arrive en entreprise aussi. Tu arrives, tu es largué, tu dois te débrouiller. C'est ça. Moi, j'ai eu des témoignages de nouvelles ou bien de nouveaux arrivants que j'ai accompagnés et ils ont été reconnaissants. Ils disent, lorsqu'ils sont venus, ils étaient largués, personne ne voulait les aider. Et quand ils sont venus chez moi au bureau, je leur ai dit, asseyez-vous, vous savez, la comptabilité, c'est la comptabilité. C'est les mêmes choses, les comptes, c'est les mêmes choses. Sauf que peut-être qu'ailleurs, c'est 406, mais chez nous, c'est 11300. C'est tout. Et que cette petite séance de 30 minutes a transformé leur vie. Merci. Je vais rebondir là-dessus pour dire donc qu'il y a l'importance de la générosité au travail. Absolument. Le partage d'informations, le partage de connaissances. Absolument. Et puis moi, je l'ai dit tout le temps, c'est parce qu'on en a qu'on donne. Ce n'est pas une question d'argent. La générosité, il faut en avoir pour en donner. Ceux qui n'arrivent pas à en donner, ceux qui disent que non, personne ne m'a appris, donc je n'apprendrai à personne. Je me dis, c'est des gens qui sont pauvres. Mais ils existent. Ils sont nombreux. C'est des gens qui sont pauvres d'esprit, qui sont pauvres de connaissances et qui gardent jalousement le peu qu'ils ont.
lorsqu'on a de la connaissance, du savoir qui déborde, on a envie de partager, on a envie d'en donner. Donc moi, j'ai évolué dans ce système. Et lorsqu'on refuse de m'aider, ça me fait sourire. Parce que je sais que je vais arriver à mon but. C'est comme à la maison, mon personnel, quand les ouvriers viennent travailler, je leur demande de leur donner à manger. Ils refusent. J'ai dit, mais ils vont manger. Avant la fin de la journée, quelqu'un va leur donner à manger. Vaut mieux que ce soit vous pour que vous ayez la bénédiction. Donc, c'est la même chose. Donc, pour toi, la générosité est une compétence importante. Absolument. Donc, je récapitule un peu ce que tu as dit comme compétence. La bienveillance, la générosité. Mais avant, ce que tu as partagé, l'adaptabilité. L'adaptabilité. D'accord. Et l'honnêteté. L'honnêteté. Moi, j'ai été beaucoup victime. Parce que moi, je me disais que l'honnêteté, c'est important. Quand moi, je fais une erreur, demander pardon, pour moi, c'est normal. Bien sûr, c'est humain. Mais c'est pas tout le monde qui le fait. Les collègues, souvent, non, moi, je n'étais pas là. Un jour, c'est un mail qui m'a sauvé. On voulait me mettre une erreur à dos, alors que je n'étais même pas au courant. Et j'en parlais à une collègue et la collègue dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? On a même envoyé un mail. Tu n'étais même pas en copie. J'ai dit, pardon, donne-moi le mail là. Elle dit, ah, mais je ne veux pas qu'on sache que c'est moi qui t'ai donné. J'ai dit, non, enlève ton en-tête. J'ai besoin de ce mail. Je dois me disculper. Et je prends le mail. Je vais chez la représentante résidente. J'ai dit, mais voilà ce que je vous disais, que je ne suis impliquée ni de près ni de loin. Et elle tombait des nues parce que celles qui sont venues m'accuser étaient... Quelle malveillance. C'est elle qui était coupable. C'est elle qui était coupable. Quelle malveillance. Alors que reconnaître une erreur, moi je dis... Il y a un dicton chez nous qui dit que c'est celui qui va au marigot qui casse le canari. Parce que tous les jours, tu vas au marigot, tu prends de l'eau pour venir subvenir aux besoins de la famille. Mais un jour, le canari peut glisser. Tu vas dire que non, c'est pas moi, c'est l'autre qui était là-bas. Oh, c'était sur ma tête. C'est le génie qui était dans l'eau. Donc ça aussi, c'est de la mauvaise foi. Prendre ses responsabilités. Prendre ses responsabilités, être honnête envers soi et envers les autres. Intellectuellement, c'est très important. C'est très important. Et quand il y a des erreurs, moi, je l'ai tellement appliqué que lorsque on va chez ma patronne pour dire, la représentante résidente pour dire, elle a fait tel, elle dit, elle ne ferait pas ça. Je la connais. Donc, c'est aussi une réputation à construire. J'aime beaucoup. Réputation à construire. La réputation ne s'improvise pas. Elle n'apparaît pas. Elle n'apparaît pas. C'est quelque chose qui se construit. Absolument. C'est comme l'image, sur le long terme. La réputation qui fait que les gens peuvent affirmer, celle-là n'est pas capable de faire telle chose. Donc, c'est tout un ensemble qui se développe, qui s'apprend au gré des erreurs. Et voilà. Qu'est-ce que de tes deux expériences, quelles sont les leçons que tu gardes de ton expérience chez Maersk? Quelles sont la leçon principale ou les deux leçons principales de ton expérience aux Nations Unies? Quelles sont les trois? Aujourd'hui, tu es entrepreneur. Tu vas me dire aussi ce que tu as appris. Je n'ai pas passé beaucoup de temps chez Maersk. J'ai passé beaucoup de temps à Saga, Togo, parce que j'ai commencé en 96. J'ai continué chez P&O Ned Lloyd. C'est là où j'ai fait beaucoup de temps, avant que Maersk n'achète P&O Ned Lloyd. Et ce que je veux dire, c'est dans le système de tout ce qui est logistique, en fait, hein, pas forcément le nom de la société. Non, dans le système... Quelle est la leçon, les deux leçons que tu as apprises dans ces environnements privés, en fait? C'est surtout ça. Je dirais que j'ai appris une seule leçon que j'ai appliquée les deux fois. Les deux fois, j'ai démissionné. À Maersk, lorsque je ne me sentais plus à l'aise, je me sentais à l'étroit, je sentais que j'avais besoin de plus, que je méritais plus. J'ai démissionné. Je me souviens que mon patron dit, mais comment on peut démissionner lorsqu'on n'a pas un autre boulot? J'ai dit, mais je connais ma valeur. Je ne vais pas me laisser piétiner ici. C'est courageux, hein? Oui, c'est courageux. À l'époque, j'ai dit, mais c'est vous qui devez partir. Parce que vous avez déjà tout.
En ce moment, je n'avais ni maison, ni voiture. Tout ce qui est socialement reconnu comme des signes de réussite, je n'avais rien. Mais j'ai démissionné parce que j'avais ma fierté. J'avais cette foi inouïe en moi que je méritais le meilleur. Et tu ne te sentais pas aligné avec le poste en fait. Non, je ne me sentais pas alignée. Je ne me sentais pas alignée du tout et ça me dérangeait. Je me dis, je ne suis pas à ma place. Qu'est-ce que je fais ici? Il faut partir. Et tu as dit la même chose au PNUD? Tu as vécu la même chose? Oui, et il fallait partir dans les 3 mois pour pouvoir bénéficier de la cagnotte. Parce qu'il y avait une cagnotte. Donc j'ai vu ces millions-là, c'était mes premiers millions. Et j'ai fait beaucoup de choses dedans. Et après, quand je suis partie au PNUD, j'ai été patiente. J'ai travaillé. Je suis retournée à l'école. Je me suis construite. Et arrivé à un moment, comme l'élévation ne suivait pas, j'étais coincée entre 4 murs. Aujourd'hui, je fais un petit coucou à mes détracteurs. Ceux qui m'ont poussé et ceux qui m'ont poussé. Merci dehors, les waouh, détracteurs. elles m'ont rendu. Non, j'ai envie de les embrasser aujourd'hui. Mais en fait, et ça, j'aime beaucoup ce que tu dis, parce qu'en fait, moi, quand je revois dans mon parcours, à chaque fois qu'on m'a mis un bâton, un obstacle, finalement, cet obstacle m'a permis d'aller encore plus haut et m'a surélevé et m'a élevé par la grâce de Dieu. Donc finalement, des fois, on croit que, et ça arrive dans le monde professionnel souvent, que c'est une malédiction. En fait, c'est une bénédiction. Une bénédiction. Blessing in disguise, une bénédiction déguisée. Parce que souvent, par paresse, par foi aux autres, on reste dans notre confort. On se dit demain sera meilleur, alors que là-bas, ce n'est pas encore notre lit. Alors que ce n'est qu'un demain n'est pas passage. venu. On se dit non, celui-là ne peut pas être aussi méchant pour ne pas nous donner ce qui nous revient de droit. On va l'attendre. Peut-être qu'il n'est pas dans les bonnes dispositions et tout. Et puis on voit, et de plus en plus, lorsqu'on s'entête, la providence nous met dans des situations encore plus compliquées. Pour nous dire que, hey Joe, il est temps de partir, il est temps de continuer la marche. C'est un peu comme l'alchimiste de Paulo Coelho. Et vraiment, moi, j'ai vécu ça de manière très intense, très passionnée. Et... Toi, tu as eu le courage de partir, tu as la foi, mais un collaborateur, un cadre aujourd'hui qui se dit, écoute, je n'ai pas le courage de partir, je ne suis pas aligné, qu'est-ce que tu lui conseilles? D'être fort. C'est-à-dire, comment est-ce que tu es fort en entreprise quand tu es totalement désaligné? D'être fort, non. Dans ce cas, vous ne vous offrez pas le luxe d'être désaligné. Lorsque vous vous désalignez, c'est que vous êtes proche de la sortie. Oui, mais je peux être désaligné émotionnellement, mais je n'ai pas le choix. J'ai besoin de ce salaire, donc je le fais. Dans ce cas, vous vous recentrez sur votre boulot. Vous faites en sorte de ne pas donner le moyen ou le bâton pour vous frapper. C'est très important. Donc, si vous n'êtes pas aligné, que vous ne pouvez pas démissionner... Il faut être 10 000 fois compétent. Soyez amélioré, travaillez plus, travaillez mieux. Si le boulot, c'est à 7h, venez à 6h45. Si le départ, c'est à 17h30, partez à 17h35. Pour ne pas donner l'occasion à celui qui vous, ou celle qui veut vous mettre dehors, de pouvoir arriver à ses fins. Moi, il m'est arrivé dans mon parcours PNUD d'avoir demandé 2 jours de congé, de mes propres congés, pour aller faire répondre à un rendez-vous de docteur spécialisé en France, à mes propres frais. On voulait me refuser ce congé de 2 jours. Le jour-là, j'ai pété un câble. J'imagine. Écoutez, vous voulez m'enterrer? C'est quoi le plan derrière? Là, j'ai dit, s'il faut aller à New York, on ira. On va se retrouver là-bas. Donc, il y a de ces situations. Et en entreprise, comme dans la vie courante, qu'on rencontre, il y a des personnes, bon, peut-être que nos têtes ne leur reviennent pas. Ça arrive, ils ont le droit. Ils ont le droit. Ils ont le droit. Moi, je me dis, collez-moi sur mon boulot. Sur le reste, je gère, c'est ma vie. Quoi. Quelles sont les valeurs qui sont importantes pour toi? La première valeur, c'est la loyauté. La loyauté? Je crois que c'est pour ça que nous nous entendons aussi tant. La loyauté.
Moi, j'y crois profondément. J'y crois, la loyauté, C'est c'est la base. L'élégance, l'humilité. Mhm. Quand tu parles d'élégance, c'est aussi l'élégance intellectuelle. Je veux juste L'élégance qu'on comprenne, parce que les gens ne intellectuelle, comprendront pas forcément. l'élégance dans le savoir-vivre, D'accord. l'élégance dans la manière d'aborder les gens qui sont plus hauts ou plus bas que nous. D'accord. Donc, C'est-à-dire, même si c'est un planton qui parle. La fois passée, il y avait eu un petit incident où un monsieur s'est fâché, dit qu'on l'a appelé coursier alors qu'il était assistant. ça va quoi? J'ai dit des à mon problèmes. collaborateur, Joe, calme-toi. Va lui dire que moi-même la fois passée, on m'a appelé coursier alors que j'étais assistant. Donc ça arrive. Et calme le jeu, puis on avance. Donc pour toi, la loyauté, l'élégance et le troisième, L'humilité. L'humilité, très important. Très important. D'accord. L'endurance. L'endurance. Donc, l'endurance, je l'assimile aussi à la témérité. à la témérité. C'est-à-dire poursuivre et atteindre ses rêves, quel que soit le prix. Quel que soit le prix, d'accord. Parce qu'il y a le prix à payer. Et ma très chère aînée, Denise Hipoté, qui a des punchlines. Coucou maman Denise. Des punchlines de ouf. Ouais. Qui disaient que ça a un coût, mais ça n'a pas de prix. Ouais. C'est puissant. C'est puissant. That's powerful. C'est puissant. Yeah. Et Abidjan, Tu peux répéter toute la phrase en entier, que qu'est-ce qui a un coût, mais ça n'a pas de prix, comme ça les gens vont bien fixer l'information. je crois que c'est l'indépendance. L'indépendance a un coût, mais ça n'a pas de prix. Ah, la dépendance a un coût, ça veut dire qu'il faut accepter de faire ce qu'il faut faire pour pouvoir être indépendant. Pour être indépendant, il y a beaucoup de sacrifices à faire. Mm-hmm. Il y a beaucoup de c'est vrai, vous allez perdre des amis, vous allez perdre peut-être la famille, un mari, vous allez perdre le boulot. Les gens ne vous comprendront pas, ils ne comprendront pas votre vision. Pas du tout. Mais vous restez focus. Parce que, après tout, c'est vous d'abord. Et les autres ensuite. Et lorsque vous atteindrez cette plénitude, tout le monde va vous aduler. Et c'est ce que nous faisons d'ailleurs avec maman Denise aujourd'hui. Que je célèbre. Tout le monde veut lui ressembler parce qu'elle a fait ce travail. Non, la dame, elle est zen, elle est sereine. Elle est tranquillement, sereine. Tranquillou. Oui. Une élégance inégalée, un charisme. Un charisme incroyable, une beauté, une vraie élégance. Simplicité. Je pense qu'elle incarne l'élégance telle que tu le dis. Voilà. Ce n'est pas que l'élégance intellectuelle, mais c'est la posture, c'est la personne. Le savoir-vivre, l'art. Oui. L'art d'être. L'art d'être, merci. Voilà. The art of being, l'art d'être, tout simplement. C'est... Vous avez vu, en entreprise, il faut apprendre à être élégant. Comment est-ce que je peux être élégant en entreprise? Élégant intellectuellement, je m'en. Élégant professionnellement, au-delà de pas la sape. Hein. Sinon, on sait qu'on est des sapeuses aussi, on est aussi élégants. Je pense que c'est des qualités qui se cultivent. Mais il faut avoir des prédispositions. Ou alors de l'intention, peut-être. Au-delà de la prédisposition, si tu n'as pas d'intention, tu peux très bien ne pas avoir de prédisposition, mais se dire, j'aimerais être comme cette personne. C'est aussi l'environnement, hein, l'environnement dans lequel on a grandi. Mm-hmm. Le cocon. Mm-hmm. Qu'est-ce que nos mamans nous disent? Qu'est-ce qu'elles nous disaient? Ça nous parle toujours aujourd'hui. La mienne, je le disais hier, ça va faire 20 ans qu'elle est partie. Mais ces paroles résonnent. Mon père me disait, ma fille, ce sont les tonneaux vides qui font du bruit. À l'époque, il y a quoi, 45 ans, je ne comprenais pas la teneur. Mais aujourd'hui, j'ai 1000 exemples, 1000 caricatures de cette phrase. Et ça me parle. Et ça me dit, je ne dois pas faire du bruit. Ce sont les messages. Parce que je vais être assimilée à un tonneau vide. D'accord. Et c'est des messages que tu reçois. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que c'est ce que j'entends, c'est que les messages du passé, ce que ton père te disait, ce que ta mère te disait, aujourd'hui, quand tu contextualises, ça a un sens incroyable. C'est des messages, ça veut dire que l'héritage ne part pas. Toute la construction de l'humain prend son sens. C'est là que nous puisons. C'est ton ancrage. C'est l'ancrage, c'est l'ancrage. Et si les parents faillissent, souvent après, c'est difficile. C'est difficile.
C'est comme des parents que je félicitais la fois passée. Je leur dis vraiment, vous avez fait un travail incroyable. Votre fille. Elle dit non, que depuis qu'elle vous fréquente, on a vu qu'elle a changé. J'ai dit non. C'est parce que vous avez fait le travail de base que c'est facile pour moi de venir poser mes pions dessus. C'est moi qui vous triche. Que vous avez fait un travail excellent. Donc moi, ça me facilite la tâche. Mais il y a aussi l'intention de la personne. Il y a l'intention. Parce que pour moi, l'intention compte. Tu as beau avoir le meilleur environnement, tu as beau avoir la meilleure éducation. Si ton intention, l'intention pour moi aujourd'hui, c'est quelque chose qui compte. Si tu n'as pas l'intention de te transformer, l'intention de t'élever, l'intention d'atteindre cette élégance, l'intention d'être plus humble, parce que des fois on n'est pas forcément humble, l'intention d'être loyal, tu ne peux pas l'être finalement. C'est vrai, parce que moi, il m'arrive des fois de penser que comment est-ce qu'on ne peut pas aimer le beau? Par les agissements de certains, on se dit, mais je ne comprends pas. Oui, on en parle souvent d'ailleurs. Oui. Comment c'est quoi son problème? Voilà. Donc, c'est ça l'intention, c'est pour te rejoindre que l'intention est importante. Mais en fait, ce que tu dis, bon, je digresse, tu parles de comment on peut ne pas aimer le bon. Moi, je me dis que les gens, quand tu es bienveillant naturellement, les gens pensent que tu veux quelque chose. Et je pense que c'est une discussion qu'on a eue très souvent. Oui, c'est vrai. Les gens ne comprennent pas que, moi, je viens à Lomé, je rencontre Kaï s'occupe bien de moi. À aucun moment, je me suis dit, Kaï veut quelque chose. C'est ce qu'elle est, c'est son état. Et c'est juste une belle personne parce que moi, je connais la générosité. Et j'accueille la générosité. Je connais des gens généreux sans attente. Mais les gens... Et tu as expérimenté également la générosité intéressée. Oui, bien sûr. Je connais la différence. Je sais faire la différence entre une personne qui est et une personne qui prétend être. Et qui est dans une logique de manipulation. Absolument. Parce que la générosité qui est faite avec intention de retour, c'est d'une certaine façon de la manipulation. Donc l'état de générosité, ça doit être quelque chose que les gens doivent pouvoir accueillir. Pourquoi, selon toi, les gens n'arrivent pas à accueillir spontanément la générosité de façon juste simple? Non, je l'ai dit tout à l'heure que pour donner, il faut en avoir. Si je dois donner 2 bics, il faut que j'en ai au moins 2. Très bien. Mais moi, il m'arrive d'avoir 2 bics et de donner les 2 et de rester... Est-ce que c'est de la générosité ou du sacrifice? Je pense qu'on doit faire la part des choses entre les deux. Parce que j'ai l'impression qu'on a grandi dans la culture du sacrifice. On était à l'université. La fois passée, quand je fêtais mon anniversaire, j'ai une amie qui est devenue une sœur qui faisait un témoignage. Que celle-là que vous voyez là, elle est comme ça depuis qu'elle se souvient qu'on était à la fac. À l'école, j'avais des boucles d'oreilles en or. Quelqu'un m'a demandé, puis j'ai enlevé pour lui donner. Alors que je n'avais pas encore payé. Je me rappelle ma mère, en fait. Elle est très comme ça. Je dis ça toujours. J'ai dit, je ne me rappelle pas. Elle dit, que ça l'avait marqué. Ça dit que j'ai un désintéressement sur le matériel. Absolument. Donc, je veux la robe, là. Je te donne. Je veux la robe, là. Ça va je te donne. La robe, là, est très charismatique. Je te donne. Coucou, Grace. C'est Grace qui m'a offert. Grace, ça, je n'ai pas cousu, elle m'a offert. Grace, voilà, au passage, qui nous sublime. Grace est très généreuse. Ah non, Et elle m'offre beaucoup. La robe que j'ai portée hier, elle me l'a offerte. Moi aussi, celle que j'ai portée hier. Elle m'a dit que tu ne paies rien. C'est moi qui t'habille pour ton événement. Et Grace... Non, c'est une belle... D'ailleurs, on va mettre des photos de... Tu es pleine de grâce. C'est pas par hasard que Mamie t'a appelé Grace. En tout cas, c'est un petit clin d'œil à Grace Wallace qui nous sublime, qui nous habille, qui nous embellit, qui est une belle âme, généreuse aussi. Parce que c'est ça aussi, la reconnaissance. La loyauté, c'est aussi dans la reconnaissance. Dans la reconnaissance. Parce qu'il y a des gens, on leur fait du bien, mais la gratitude. Ils disent pas. Ou alors, l'autre jour, quelqu'un m'a dit, une amie m'a dit, oui, voilà, telle personne... elle n'a pas fait ça. J'ai dit, cette personne a toujours fait. C'est pas parce qu'aujourd'hui elle ne fait pas que tu dois être fâché. Il faut se souvenir ce que la personne avait fait avant. C'est ça. Et je pense dans l'environnement professionnel, on oublie les gens qui nous ont accompagnés. Le jour où ils ne peuvent pas ou ils ne veulent pas, ils ont le droit de ne pas vouloir. Non, je veux revenir. J'aime beaucoup cette discussion autour de la générosité, de la loyauté, de la reconnaissance. L'honnêteté. L'honnêteté. L'honnêteté de reconnaître que ça, je peux le faire. Ça, je ne peux pas le faire. C'est pas facile. Toujours parce qu'on est habitué à dire oui. On est habitué à dire oui. À aider, à vouloir faire. Et sur ce plan, je voudrais aujourd'hui te dire merci. C'est ça, parce que tu m'as éduqué. Tu m'as éduqué. Tu veux que je pleure?
Non, tu m'as éduqué sur cette faiblesse que j'avais de dire oui à tout le monde. Et ça m'a causé beaucoup de mal aussi. En voulant vraiment contenter tout le monde, en voulant me transformer, je ne sais pas, en Spider-Man ou bien en super Batman, héroïne qui ne se fatigue pas. super héroïne qui veut tout régler. Dieu est dans le ciel, il règle tout, mais la dame, elle a, non, quand elle entend que un tel a, non. C'est le syndrome du sauveur et c'est pas bon. C'est pas bon, parce que on va sauver des gens qui n'ont pas besoin d'aide. Absolument. Et ça a un impact sur toi. Ça a un négatif. impact sur nous. Je t'ai éduqué parce que je suis passée par là, en fait. C'est mon expérience. On a toujours grandi dans le sacrifice, l'aide de l'autre, et on s'est toujours mis de côté. C'est ça. Alors que tant que j'ai appris avec le temps, avec la vie, que tant que je ne m'occupe pas de moi, je ne peux aider personne. Et je ne peux pas sauver tout le monde. Les gens aussi doivent être responsables et apprendre à se sauver eux-mêmes. Absolument. Il faut que les gens se sauvent eux-mêmes. Affaire de dire oui, on ne m'a pas aidé, on ne va pas aider. Que chacun prenne ses responsabilités. Aujourd'hui, on est à Flemme Agence, à Lomé. Daniel, c'est un jeune avec son équipe. Il aurait pu prendre son argent pour dire je vais m'acheter une voiture, je rentre à Lomé, je vais faire mon malin. Son petit peu. Je vais aller faire la dot de ma copine. De ma copine. Sinon, il faut faire la dot. C'est la mode, hein. Daniel, fais la dot de la copine un jour. Ça, il ne faut pas couper. Hein. Ça doit être dans la vidéo. Ça, c'est... Ouais, toi, tu coupes ce que tu veux. Quand c'est moi, c'est croustillant. Regarde comment tu le regardes. Donc, il a dit, je vais investir. Il a fait son studio, investi dans du matériel, investi à Dubaï et tout. Donc, parce qu'il veut un résultat. Parce qu'il veut un résultat. Il veut aller quelque part. Il veut aller quelque part. Il a une destination, comme tu l'as dit. Il a un objectif. Et on a les moyens de nourrir son objectif. Si on accepte de faire à ce moment-là, il faut faire les sacrifices pour soi-même, pour son long terme. C'est ça, en fait. Mais si tu veux du bonheur immédiat, ne te plains pas et ne va pas voir ensuite les autres qui disent j'ai besoin. C'est ça. Oui, je suis jeune. Hein, c'est la phrase qui m'essouffle. Les jeunes là aussi, vous êtes fatigués, vous êtes jeunes. Quoi, je suis jeune. Nous-mêmes, on est jeunes. Coucou la jeunesse. Nous-mêmes, on est jeunes. Non, parce collègues. L'argument de la jeunesse, là, qu'est-ce que tu en penses? Parce que dès que quelqu'un soit, je suis un jeune entrepreneur, je suis un jeune... On doit nous aider. Personne ne doit aider personne. On doit s'aider d'abord. L'aide doit venir naturellement. Moi, je me dis, il y a des personnes qui ne demandent pas de l'aide, mais on les aide naturellement parce qu'ils se sont poussés à arriver à un niveau. Et c'est beau à voir. On se dit, waouh. Vous êtes là, vous n'avez aucun plan de vie. Des fois, vous leur demandez, ils disent qu'ils veulent devenir astronautes. Alors que lorsqu'on leur demande racine carrée de 1, ils vont dire 10. C'est difficile. Il faut être réaliste, en fait. Il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Et je trouve une partie de la jeunesse aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas vu venir. Mais ils sont un peu perdus. Non, ils ne sont pas un peu. Des fois, tu reçois des messages. Je reçois, oui, je suis un jeune, je veux aller faire ça. Est-ce que je peux avoir l'argent pour acheter ceci, cela? On a nos jeunes qui sont là avec nous, avec qui on travaille, qui ne le font pas. Pourtant, on est là. Et ils savent que si eux, ils le font, on va les aider. Des jeunes m'ont demandé des motos pour aller à l'école. Moi-même, je marchais à pied. Non, moi aussi, je marchais. Vous connaissez Festival des Glaces? Vous connaissez le lycée de Tokoin? Je marchais à Lomé. pied. Moi, je marchais. Nabou, je marchais parce que on recevait 100 francs par jour. 50 francs pour prendre le transport en commun et 50 francs pour manger. Oui, c'est ça. Non, 100 francs. C'était à l'époque, c'est pas maintenant. 100 francs aller-retour. On vous dit, il y a un peu longtemps quand même. 100 francs, il y a longtemps, on ne vous dira pas quand. Et puis 100 francs pour manger, c'est 200. Parce que nous, on a 25 ans. Donc, pour avoir assez d'argent pour manger, on marchait. On se levait tôt, on marchait pour aller au lycée. Et le soir, on marchait pour rentrer. Et on a 200 francs la journée pour manger. On n'est pas mort. Mais eux, ils ne veulent pas marcher. C'est vrai qu'aujourd'hui, la vie est de plus en plus chère. Mais on peut faire des sacrifices pour soi après, pour pouvoir avoir du storytelling demain. Absolument. Rien n'est facile. Absolument. Je ne dis pas que vous devez vivre le martyre pour réussir. Non. Ça n'a rien à voir. Mais sachez que rien n'est facile. Tout est allé conquérir. On doit aller, tout est à construire
pour nous. Si mon père réussit, ce n'est pas moi qui réussis. Si mon frère réussit, c'est pour ses enfants et sa femme. Ce n'est pas pour moi. Louder, louder. Ça, il faut dire ça fort parce qu'en Afrique, ici, là, c'est pas ça. Oh. Si mon frère réussit, si ma soeur réussit, c'est pour sa famille qu'elle se bat, qu'il se bat. De temps en temps, il ou elle peut m'aider. C'est un bonus. Non, bien sûr, on peut s'entraider. On n'a pas dit qu'on est contre s'entraider. l'entraide, mais Voilà. il faut pas être égoïste. Pragmatique, il faut être concentré sur sa vie, se recentrer. Se recentrer, se dire, c'est vrai, je suis d'une fratrie de 5, 6, 7, 8, mais je suis seul face à mon destin. Si une aide vient, même les parents ne sont C'est pas africain, hein, ce que même tu les dis là. parents ne sont pas obligés de nous aider. Excuse-moi, mais c'est pas Le africain. fait qu'ils nous aient mis au monde, c'est déjà beaucoup. On leur doit Il faut ça. dire ça aux jeunes. Vous entendez nos enfants là? Le fait qu'ils nous aient mis au monde, c'est bon. Quand je vois des jeunes qui ont eu des traumas, qui ont réussi, ils disent non, je ne donnerai pas l'argent à mon père. J'ai dit, hey, Donnez, Joe, ça tu fait rien. blagues. Donne seulement. Il t'a permis de venir au monde. Exactement, c'est pas grave. Rien que ça, tu lui dois. Le reste, c'est entre lui et sa femme et Dieu. Tu n'as pas à juger quoi que ce soit. Toi, tu remplis ton rôle. Tu as l'obligation d'honorer ton père et ta mère. Non, Mais c'est parce qu'on nous a mis en tête qu'on doit nous aider. En fait, c'est ça, cette culture de... Aux États-Unis, à 18 ans, Même chez les on te Blancs, fout en France, dehors. en France, même États-Unis est mieux que France. France, là, il n'y a même pas de débat. Out. Aux États-Unis, je sais, à partir de 16 ans, les jeunes travaillent. Ils ont un job. bah ouais, c'est Je ça. me rappelle ma nièce Chanel, quand j'étais aux États-Unis, elle travaillait déjà dans un magasin, dans le mall, elle avait 16 ans. Et voilà, elle était autonome, elle avait son petit argent. C'est un autre mindset. 16 ans, tu te dis, je vais travailler. Moi, j'ai travaillé très tôt aussi. J'ai commencé à 15 ans, je donnais des cours de maths. C'est Et je ça. gagnais de l'argent. Je gagnais l'équivalent de 25 000 par mois. Non, moins de 25, je sais plus, il y a tellement longtemps. 50 francs français. Je donnais des cours de mathématiques à une élève de 3e quand j'étais en seconde. Moi, quand j'étais Parce que au j'aimais collège, les maths. quand j'étais au collège, je faisais des répétitions. Mais bien sûr. C'est ce que je faisais en mathématiques. Un jeune garçon qui était au primaire et je percevais 3 000 francs CFA Oui, c'est bon. par mois. C'est l'argent. Quand je dis aux gens que j'ai fait portefeuille dans ma vie, les gens ne croient pas. Dans notre quartier, il y avait les camions qui venaient du Nigeria. Et quand ça vient, on se faufilait, on allait écrire nos noms aussi. Pour gagner un peu d'argent. Pour gagner un peu d'argent. Voilà. Mais je me dis merci à mes parents. J'ai des fleurs, qu'ils aient le parfait repos. Amen. Ils ont donné la base. En fait, c'est la ça. fondation, elle est solide. Et quand on est en train de se perdre, parce qu'à cause de l'environnement professionnel ou personnel, je pense que le retour à la base, nous permet de nous réancrer et de nous rappeler notre pourquoi. Voilà. Et surtout, quand tu sais d'où tu viens, tu peux Ce savoir qu'on nous a légué comme valeur, tout cet héritage moral, ça pèse dans la balance. Ça pèse. C'est pourquoi je dis aux femmes qui ont des problèmes aujourd'hui avec leurs enfants, des conflits intergénérationnels, je dis ne baissez pas les bras. Non, Parlez. Jamais, ce sont nos enfants. Parlez. Si vous pouvez les réveiller à 5 heures du matin, leur parler, faites-le. Ma mère le faisait très souvent. Elle nous réveillait à 5 heures avec la Bible. On veut mourir. Parce que c'est à l'heure là qu'on veut dormir. C'est là que le sommeil est chic. Jéhovah dit que la vieille a terminé avec nous. Mais aujourd'hui, ça C'est résonne. ça qui reste. Ça résonne. Bon, il faut dire aussi aux hommes de parler aux enfants, aussi les femmes. C'est pas que les femmes qui éduquent, les hommes aussi éduquent. C'est la société qui nous a donné ce rôle. Quand c'est bien fait, l'enfant est bien formé, il est poli. C'est l'enfant de tout le monde. C'est comme mon fils, dans son stage, on lui demande, mais on veut voir la maman qui a élevé cet enfant-là. Comment se fait que tu es aussi poli? On n'a pas demandé d'après le papa. La société nous a beaucoup Formaté, voilà. dans ce sens. Et on le fait naturellement.
alors que ce n'est pas naturel, ce n'est pas normal. Oh, merci. Ça ne devait pas être... C'est Ça une ne norme qui a devait été pas construite. être une obligation. C'est une norme construite. C'est une norme construite qui fait son petit bonhomme de chemin. Super. Et comme ça arrange les hommes. Lorsqu'on voit un homme seul qui met son enfant au don, dit la femme l'a abandonné, il a la compassion du monde entier. Non, il fait son travail de papa. Oh, C'est son job à la bien femme le est bébé. méchante. Mais il y a des milliers de femmes familles qui font ça monoparentales qui traînent le... Moi, c'est en Europe, quand je les vois, que ça me fait pitié. Parce que ce n'est pas facile d'avoir 2-3 enfants et être seul. C'est difficile, En mais bas on gère. âge. Mais on gère. Moi, j'ai dit toujours... C'est normal quand on voit. Mais quand on voit un homme comme ça, on se Moi, dit... j'ai des oh, amis hommes qui ont été monoparentales, qui ont éduqué leurs qui ont enfants. géré. Je vois des femmes ont abandonné leurs enfants. Enfin, abandonné, pas abandonné, mais elles ont démissionné. J'ai vu des hommes qui ont élevé leurs enfants, leurs filles, parler des premières règles. Et ça arrive dans les deux sens. Et beaucoup de mérite à ces hommes-là. Hein. Moi, je me souviens, ma soeur aînée, lorsqu'elle a eu ses premières règles, ma mère n'était pas là. Ma mère était en stage à Palimé, un stage professionnel. Et c'est mon père qui s'est occupé d'elle. Bien sûr. C'est mon père qui lui a montré comment il faut faire et tout. Donc, voilà. C'est des rôles qui se complètent. Absolument. Maintenant, bon, si l'homme n'est pas là, on s'en fout. Nous, nos enfants vont réussir. C'est tout. De la même façon, si la femme n'est pas là, on s'en fout. Les enfants vont réussir. Les enfants vont réussir. Et ça nous revient à nous. C'est vrai que c'est 2 fois plus lourd, mais on n'a pas le choix. Merci beaucoup, Kayi. On arrive à la fin de notre entretien. Merci. Cette première partie d'entretien, on en fera d'autres. Merci. Et je voudrais savoir quel est le conseil que tu as donné à nos auditeurs qui sont des professionnels de tous âges, hein, aussi bien jeunes que plus de 50 ans, 60 ans. Quel est le conseil de vie que tu peux leur donner, avec lequel ils peuvent partir à la fin de cet entretien très enrichissant? Rester authentique. Rester authentique. Rester authentique, poursuivre ses rêves. Rester authentique, poursuivre ses rêves. Poursuivre ses rêves. D'accord. C'est important. Ok. Je ne le dirai jamais ici. La loyauté, l'honnêteté, l'humilité. Loyauté, honnêteté, humilité. Merci beaucoup, Kayi, d'avoir été là. Merci, ma chère sœur. L'officiel. Merci pour ta générosité légendaire. Non, je t'en prie. En tout cas, on n'a pas vu le temps passer. C'était très passionnant. C'est comme ça. Mais on va refaire. Avec plaisir. Non, on fait que commencer là. C'est notre première. On en a parlé. On en a fait un il y a 3 ans, je crois, à Lomé, mais c'était court. C'était court. Mais là, on avait besoin de faire une conversation importante sur tout ce qu'on peut apporter. Madame Kayi travaille beaucoup pour les jeunes, les femmes, et pour nous tous, hein, mais c'est important de pouvoir connaître la personne aussi et savoir ce que la personne peut donner comme conseil en termes de compétences, de connaître ton histoire aussi, avoir une idée de ce que tu as accompli et qu'est-ce qui fait ce que tu es aujourd'hui, tout en restant sur le sujet des compétences et du développement, parce que tu es quand même une grande femme charismatique et le charisme, ça ment pas, hein? C'est contagieux. N'est-ce pas? La charismatique Naboufal, c'est contagieux. En tout cas, merci pour ceux qui viennent d'arriver. Je suis Naboufal. Merci Nabou d'être venu au CIEF. Oh, merci d'avoir illuminé le plateau du CIEF. C'est un minimum, c'est mon CIEF, c'est moi. Si toi tu fais quelque chose, c'est que c'est pour moi. Donc pour moi, c'était que normal et naturel d'être à Lomé pour le Salon international de l'entrepreneuriat féminin. Merci à toutes ces femmes charismatiques qui était la professeure Nadine Machikou, vice-recteur de l'Université de Yaoundé 2, professeure titulaire des universités. Madame Denise Eboté, directrice marketing TV5 Monde. Kumba Gaolo, artiste icône de la musique sénégalaise. Naboufal. Maïmouna Mbaké, directrice pays de Technoserve. Emmanuel Migan, du FAGAS. On a eu du beau monde. Puis merci à Kumba, Kumbaso, qui nous a aidé. Absolument. Et Madame Elise Kakam, représentante résidente de UNFPA. Bon, ma petite sœur Aïssatou Diallo, on va te dire merci. Même si tu sponsorises pas mon... Oui, sponsor du CIEF, mais tu n'es pas sponsor de mon podcast, Aïssatou. Donc, j'accepte parce que tu es ma petite sœur et puis merci pour le soutien au CIEF.
Merci, Donc, Agnès. on n'a pas de mots. Merci. Vous voyez que la solidarité féminine est en action parce que ce sont des femmes. On a dit des noms de femmes. Ce sont des femmes qui ont soutenu. Absolument. Une solidarité, une sororité. Et merci aux extraordinaire. hommes. Hein. Oui. On ne peut rien sans vous. Non, ben rien sans eux. Soyez tranquille. Ils sont un mal nécessaire, des fois. Non, on vous aime, j'exagère. Donc voilà, merci beaucoup. Si vous venez d'arriver sur le podcast, je suis Naboufal et vous êtes sur le podcast Naboufal officiel. Pour ceux qui ont suivi, merci d'avoir été là. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche afin de bénéficier de nos contenus pour devenir inspirant, impactant, brillant et charismatique. À bientôt. Yes. Bye.